Après le décès de mon mari, il a légué toute sa fortune et ses biens à ma belle-mère, tandis que je n'ai reçu qu'une vieille maison. Mais là, j'ai trouvé un vieux coffre, et à l'intérieur. J'ai été sous le choc en découvrant que... Je m'appelle Claire Dupont, j'ai 38 ans, et il y a 2 mois, j'ai perdu l'amour de ma vie, Julien, mon mari depuis 15 ans. Je hurlais son nom au milieu de la route mouillée, les mains pleines de sang et les yeux noyés de panique, tandis que les gyrophares bleus des ambulances découpaient la nuit en éclairs cruels. Julien ne répondait plus, son visage blême penché vers moi à travers le pare-brise éclaté, comme une poupée de chiffon oubliée. Mon monde s'est effondré ce soir-là, dans ce vacarme de tôle, de pluie et de cris, alors que notre vie parfaite s'était arrêtée en un seul battement de cœur. Je suis Claire Dupont, j'ai 38 ans, et depuis ce moment, plus rien n'a de goût, plus rien n'a de forme. Julien était tout, mon mari, mon refuge, ma boussole dans un monde trop bruyant, et il y a 2 mois, il a disparu dans le fracas d'un accident absurde, emportant avec lui tout ce que je croyais éternel. Ce que je ne savais pas encore, c'est que sa mort n'était que le début d'un long chemin de révélation et de trahison. Je revois encore son dernier sourire avant l'accident de voiture qu'il a arraché à moi, ce sourire doux et tranquille qu'il m'a lancé en me caressant la main sur le levier de vitesse, comme s'il savait que ce serait le dernier. Le feu venait de passer au vert, la radio jouait notre chanson préférée, et il m'a murmuré quelque chose que je n'ai jamais eu le temps de comprendre. Puis, un crissement, un choc brutal, une lumière aveuglante, et tout s'est figé. Son sourire s'est effacé dans un éclat de verre et de métal tordu, et moi, je suis restée là, hurlant son nom, alors que son corps sans vie reposait contre le volant. Ce souvenir me hante chaque nuit, m'empêchant de dormir, comme une scène figée que je rejoue encore et encore, sans jamais pouvoir changer la fin. Depuis ce jour, ma vie n'a été qu'un enchaînement de papiers, de larmes et de silence, comme si le monde avait décidé de m'étouffer sous des formalités froides pendant que mon cœur saignait. Les administrations me demandaient des certificats, des signatures, des preuves, pendant que je m'accrochais à son alliance comme à une bouée. Personne ne voyait mon chagrin, il ne voyait que la veuve dans le formulaire, jamais la femme brisée derrière. Chaque matin, je me levais dans un lit trop grand, entouré d'un vide qui me criait son absence. Et chaque soir, je me couchais avec l'espoir absurde de le retrouver dans un rêve qui ne venait jamais. Ma belle-mère, Madame Lefebvre, a pris le contrôle de tout dès que le cercueil a été refermé, comme si elle n'attendait que ça, comme si mon chagrin lui donnait le feu vert pour tout s'approprier. Elle a convoqué les avocats, trié les papiers, distribué les rôles sans jamais me regarder dans les yeux. Moi, je n'étais qu'une silhouette pâle dans son champ de vision, une pièce qu'on tolère encore dans le décor par politesse. Elle parlait de « gestion responsable » et de « continuité familiale », mais tout sonnait faux, mécanique, froid. J'ai compris trop tard que derrière son calme glacial se cachait une stratégie savamment préparée. « Ne t'inquiète pas, ma chérie », m'a-t-elle dit d'un ton sucré, presque maternel, en posant sa main sur la mienne avec une lenteur calculée. Mais son regard, lui, était tranchant comme une lame, et je n'ai pas eu besoin de mots pour sentir le mépris qu'elle cachait à peine. Elle me voyait comme un obstacle, un élément parasite dans ce monde qu'elle pensait désormais contrôler seule. À ce moment-là, j'ai senti un frisson me parcourir la nuque, comme si mon corps comprenait déjà ce que mon esprit refusait encore d'accepter. Quelque chose se tramait, et j'étais la dernière à le savoir. Le jour de la lecture du testament, j'avais les mains tremblantes et le cœur serré, comme si j'allais découvrir une trahison plus grande encore que la mort elle-même. La salle était silencieuse, étouffante, et chaque seconde s'étirait comme une menace suspendue au-dessus de ma tête. Je m'étais accrochée à l'idée que Julien m'avait protégée, qu'il avait tout prévu, tout organisé. Mais une peur sourde me rongeait les entrailles, celle d'être effacée, ignorée, comme si 15 ans d'amour pouvaient disparaître sous une signature. Le notaire est entré avec sa mallette, et mon souffle s'est arrêté. Étaient présentes Madame Lefebvre et sa fille Sophie, ma belle-sœur, toutes deux vêtues de noir et pleines de suffisance, comme si le deuil était une scène et elles, les actrices principales. Leurs yeux me balayaient avec une condescendance à peine masquée, et leur sourire figé en disait plus long que n'importe quel mot. Sophie triturait son collier de perles comme une arme symbolique, sûre de sa place, sûre de ce qui allait suivre.
Moi, j'étais seule, sans alliés, sans certitude, entourée d'une hostilité feutrée qui me glaçait. Ce jour-là, j'ai compris que le pire n'était pas encore arrivé. Le notaire a ouvert la chemise cartonnée avec gravité et a commencé à lire, sa voix posée tranchant avec la tension qui gonflait la pièce. Chaque mot semblait peser, chaque virgule chargée de conséquences irréversibles, et je m'accrochais à chaque phrase comme à une planche de salut. Il a parlé d'actifs, de propriétés, d'entreprises, et plus il avançait, plus mon cœur se serrait. Rien ne ressemblait à ce que Julien m'avait dit, rien ne reflétait les projets que nous avions bâtis ensemble. Et pourtant, personne ne bronchait, sauf moi, qui sentais le sol se dérober sous mes pieds. Une phrase m'a glacé le sang, l'ensemble des biens et des entreprises revient à Madame Hélène Lefebvre. Mon souffle s'est coupé, et j'ai senti mes mains se crisper sur la coudoir, comme si en serrant plus fort, je pouvais changer la réalité. La pièce est devenue floue, les visages autour de moi se sont figés dans une attente malsaine, comme si tout le monde savait, sauf moi. C'était impossible, Julien n'aurait jamais pu faire ça, jamais pu me trahir à ce point. Et pourtant, le notaire continuait, implacable, sans laisser place au doute. Puis, d'une voix neutre, il a ajouté « Madame Claire Dupont hérite de la propriété rurale située à Saint-Laurent-sur-Loire ». Le contraste entre les fortunes listées pour sa mère et cette vieille maison perdue dans la campagne m'a frappé comme une gifle. Un bien que nous n'avions jamais mentionné, un endroit dont je ne savais rien, comme une punition déguisée en héritage. Je n'ai rien dit, paralysé par la stupeur, le cœur en miettes, incapable de comprendre ce que tout cela signifiait. Autour de moi, les regards étaient fixés sur moi, mais personne ne me voyait vraiment. Un murmure a parcouru la pièce, Sophie a esquissé un sourire de victoire, un rictus cruel que je n'oublierai jamais, comme si elle venait de gagner une guerre silencieuse dont j'ignorais les règles. Son regard a croisé le mien, plein de pitié simulée, mais je n'y ai vu qu'un triomphe mesquin. Madame Lefebvre, elle, est restée impassible, les lèvres serrées, les mains croisées sur son sac en cuir noir, comme une reine satisfaite. Personne n'a osé dire un mot, et le silence m'a semblé plus violent que la déclaration elle-même. Je me suis sentie seule, humiliée, trahie non seulement par les vivants, mais par celui que j'aimais encore. Je n'y comprenais rien. Julien m'avait promis que tout était à nos deux noms, qu'en cas de malheur, je serais protégée, en sécurité, à l'abri du besoin et de la malveillance. Il m'avait regardé dans les yeux, juré que rien ni personne ne pourrait jamais me retirer ce que nous avions construit ensemble. Alors pourquoi ce testament me reléguait-il à un coin oublié de la Loire, pendant que sa mère héritait de tout le reste? Chaque souvenir de nos conversations me revenait comme une gifle, brouillant la frontière entre mensonge et réalité. Il t'a laissé avec ses vieilles ruines, a soufflé ma belle-sœur, moqueuse, en se penchant légèrement vers moi, assez pour que ces mots soient audibles mais pas suffisants pour être repris. Elle jouait avec sa bague comme si elle savourait chaque seconde de mon humiliation, fière d'avoir enfin pris l'ascendant. J'ai serré les dents, refusant de lui offrir le spectacle d'une larme, même si mon cœur battait si fort qu'il me faisait mal. J'ai compris à cet instant qu'il ne s'agissait pas que d'un héritage matériel, mais d'une vengeance familiale savamment orchestrée. Et j'étais la cible. Ma belle-mère a feint la compassion, « Tu peux rester ici quelques jours, le temps de t'organiser », a-t-elle dit avec cette voix douce et détachée qui me donnait envie de hurler. Ses mains jointes, son regard compatissant, tout sonnait faux, comme une pièce bien répétée. Elle savait que je n'avais nulle part où aller, que j'étais trop sonnée pour réagir, trop digne pour supplier. Elle me tendait une corde, non pour me sauver, mais pour que je m'y pende moi-même. Et moi, je restais là, figée, incapable de croire à la cruauté déguisée en politesse. Mais le soir même, j'ai trouvé mes valises sur le palier, soigneusement alignées, prêtes à être emportées, comme si je n'avais jamais fait partie de cette maison. Aucune explication, aucun mot d'adieu, juste ce message brutal, « Tu n'as plus ta place ici ». Les lumières étaient éteintes, les rideaux tirés, et même le chien de la famille ne m'a pas reconnu. Le monde que j'avais aimé pendant 15 ans m'avait recraché sans un regard en arrière. J'ai pris mes affaires, le cœur en cendres, et je suis partie, une étrangère dans sa propre vie. Il vaut mieux que tu partes, Claire.
Cette maison n'est plus la tienne, a dit Hélène d'une voix glaciale en refermant lentement la porte sur moi. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, mais elle a tranché, calmement, comme on se débarrasse d'un meuble inutile. Je suis restée quelques secondes figée sur le pas de la porte, la pluie commençant à tomber sur mes cheveux, sur mes valises, sur ma douleur. Elle m'a regardée une dernière fois, sans émotion, puis a disparu dans l'ombre du couloir. Et moi, j'ai compris que tout ce que j'avais connu était terminé. Je suis partie sous la pluie, sans direction, avec une vieille valise et le cœur brisé, comme une orpheline chassée d'un rêve devenu cauchemar. Les passants me frôlaient sans me voir, et les lampadaires dessinaient des ombres tremblantes sur les trottoirs luisants. Chaque pas résonnait comme un adieu, chaque coin de rue me rappelait un moment passé avec lui, dans une autre vie. Je n'avais plus de maison, plus de famille, plus d'avenir, juste une adresse griffonnée au fond d'un dossier juridique. Et une question lancinante, pourquoi Julien m'avait-il laissé dans cette misère ? Avec mes dernières économies, j'ai pris un train pour Saint-Laurent-sur-Loire, un petit village du centre de la France dont je ne connaissais rien, sauf le nom inscrit sur le testament. Je suis montée à bord sans réfléchir, guidée par l'instinct ou peut-être par le désespoir, incapable de rester là où tout s'était effondré. Le trajet a été long, silencieux, ponctué de paysages brumeux et de gares désertes, comme un passage entre deux mondes. Je ne savais pas ce que j'allais trouver là-bas, ni même si j'y trouverais quelque chose. Mais c'était tout ce qu'il me restait. J'y suis arrivée à l'aube. Le lieu semblait figé dans le temps, enveloppé de brume et de silence, comme un décor oublié par le monde moderne. Les rues étaient désertes, les volets fermés, et l'odeur humide des feuilles mortes flottait dans l'air. Le taxi m'a laissé devant un portail rouillé, puis est reparti sans un mot, me laissant seule face à l'inconnu. Le ciel était gris, bas, et j'avais l'impression d'entrer dans un autre siècle. Ce village n'était pas un refuge, c'était une énigme. En voyant la maison, j'ai senti mes forces m'abandonner, comme si mon corps refusait d'avancer vers cet endroit qui n'avait plus rien d'un héritage. La façade était terne, couverte de mousse, les volets pendants laissaient deviner un intérieur laissé à l'abandon depuis des années. Le portail a grincé en s'ouvrant, un son aigu et solitaire qui a résonné dans le vide comme une plainte oubliée. Ce n'était pas un foyer, c'était une épave, un coin de terre qu'on m'avait jeté comme une insulte déguisée. Et pourtant, je suis entrée, parce que je n'avais plus d'autre choix. Les murs étaient fissurés, le toit menaçait de s'effondrer, le jardin envahi par les ronces formait une jungle indomptée où chaque pas devenait une lutte. Les pierres du muret s'effritaient sous mes doigts, et une fenêtre brisée laissait entrer le vent, sifflant comme un avertissement. Tout respirait l'abandon, le mépris, l'effacement d'un passé dont on ne voulait plus. Et moi, debout au milieu de ce décor sinistre, je me suis demandé si Julien avait vraiment voulu ça pour moi. Ou si ce lieu cachait autre chose, quelque chose que je n'étais pas encore prête à comprendre. J'ai poussé la porte de bois, qui a gémi comme un vieil être blessé, et j'ai senti une odeur de renfermé me frapper au visage, mélange de poussière, d'humidité et d'oubli. Le silence à l'intérieur était si lourd qu'il semblait me peser sur les épaules, chaque pas réveillant des échos d'un passé inconnu. Le parquet craquait, les toiles d'araignée pendaient comme des rideaux de cendres, et les murs transpiraient la solitude. Ce n'était pas juste une maison vide, c'était un tombeau d'histoires éteintes. J'ai refermé la porte derrière moi, et pour la première fois, j'ai senti la panique monter. À l'intérieur, tout était couvert de poussière, les meubles cassés, les photos jaunies posées de travers sur des étagères penchées. Un portrait d'un couple ancien me fixait depuis le mur, leur regard sévère semblant juger mon intrusion. J'ai effleuré un fauteuil, qui a libéré un nuage de cendres grises, témoin silencieux de longues années sans vie. Chaque objet semblait appartenir à un monde révolu, un monde qui m'excluait sans pitié. Et pourtant, malgré la peur, malgré le froid, j'ai su que je ne pouvais pas fuir cet endroit, pas encore. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de voix, le dos contre un mur froid, les genoux repliés, le visage enfoui dans mes mains. Ce n'était pas une crise, c'était une libération brutale, un cri sans son qui m'arrachait les entrailles. J'avais tout perdu, l'amour, la maison, la dignité, et maintenant on m'offrait une ruine comme seul souvenir. Les larmes coulaient sans fin,
comme si je versais pour toutes les fois où j'avais dû me taire. Je voulais hurler, mais il ne restait plus rien en moi, rien qu'un vide immense. J'ai pensé à la vendre, mais qui voudrait acheter une ruine pareille? Même les agences immobilières riraient au téléphone si je tentais de leur décrire cet endroit. Et pourtant, une part de moi refusait de tourner le dos, comme si quelque chose m'attirait, m'obligeait à rester. Peut-être la mémoire de Julien, peut-être une intuition plus forte que la douleur. Alors j'ai rangé mes doutes et j'ai décidé de survivre ici, coûte que coûte. Les jours suivants, j'ai nettoyé, trié, réparé, essayant de redonner un peu d'âme à cet endroit, comme si chaque coup de balai effaçait un peu de la trahison. J'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air, frotter les carreaux jusqu'à voir le ciel, déplacer les meubles avec mes forces fatiguées. Petit à petit, la poussière s'est soulevée, la lumière est revenue, timide mais réelle. J'ai retrouvé des objets anciens, des lettres oubliées, des carnets de notes, mais rien qui portait la trace de Julien. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose me disait qu'il m'avait laissé ici pour une raison. Un matin, en balayant la cour, une odeur de jasmin m'a arrêtée net, douce, familière, incongrue au milieu de ce chaos. J'ai fermé les yeux un instant, et cette senteur m'a ramené à une nuit d'été, à un baiser sous la pluie, à Julien riant en me disant que le jasmin lui rappelait mon parfum. Le temps s'est suspendu, et j'ai suivi cette trace invisible, comme un fil tendu entre deux mondes. L'émotion m'a prise à la gorge, si soudaine, si violente, que j'ai dû m'appuyer au mur pour ne pas tomber. Ce parfum n'était pas un hasard, c'était un signe. C'était un vieux pot de fleurs, les tiges étaient sèches mais le parfum persistait, comme un fantôme accroché au temps. Le pot était renversé, caché derrière un tas de bois humide, oublié par les saisons mais pas par la mémoire. Je l'ai pris entre mes mains, tremblante, sentant quelque chose battre au fond, comme un secret endormi. Et en le soulevant, un petit objet métallique a glissé sur la terre battue. Une clé. En le soulevant, j'ai découvert dessous une petite clé rouillée, enveloppée dans un mouchoir, soigneusement pliée comme si quelqu'un avait voulu la cacher mais aussi la préserver du temps. Mes doigts ont tremblé en touchant le tissu jauni, et un frisson a parcouru tout mon corps, comme si une présence invisible me surveillait. Ce n'était pas une coïncidence, pas un oubli, c'était un message silencieux, dissimulé pour moi seul. Le métal froid de la clé semblait vibrer, chargé d'un poids que je ne comprenais pas encore. Je me suis redressée lentement, le cœur battant à tout rompre. Sur le tissu, les initiales JD étaient brodées, Julien Dupont, d'un fil bleu marine presque effacé mais encore lisible, comme une voix venue du passé. J'ai porté le mouchoir à mes lèvres, incapable de retenir mes larmes, submergé par l'idée qu'il avait tout prévu, même après la mort. Cette clé, ce mouchoir, cette odeur de jasmin, tout formait une chaîne que je devais suivre. Ce n'était plus une maison abandonnée, c'était une énigme construite pour moi. Et soudain, j'ai senti que le véritable héritage n'était pas ce lieu, mais ce qu'il cachait. Un frisson m'a parcouru l'échine, un mélange de peur et d'excitation, comme si j'avais franchi sans le savoir une porte invisible. La clé dans ma main semblait me guider, imposer une urgence que je ne pouvais ignorer. Chaque bruit devenait suspect, chaque ombre une possibilité. Je n'étais plus simplement dans un vieux domaine familial, j'étais au cœur d'un secret soigneusement enfoui. Et je savais que je ne pourrais plus faire marche arrière. J'ai passé la journée à chercher ce que cette clé pouvait bien ouvrir, explorant chaque pièce, chaque tiroir, chaque recoin avec une attention presque maniaque. J'ai soulevé les tapis, tapé sur les murs, sondé le grenier et même les dalles de la cuisine. Rien ne correspondait, rien ne réagissait à cette clé modeste et rouillée qui pourtant semblait contenir toutes les réponses. À chaque échec, ma détermination grandissait, poussée par une intuition viscérale. Julien avait laissé cette clé ici pour moi, et je devais découvrir pourquoi. Enfin, derrière une armoire, j'ai trouvé une petite trappe clouée contre le mur, dissimulée par une planche bancale et recouverte de poussière. Mon souffle s'est coupé, et une sensation étrange m'a envahi, mélange d'angoisse et de soulagement. J'ai reculé d'un pas, prise d'un vertige, avant de me ressaisir. Mes doigts ont arraché les clous un à un, le bois grinçait, se déchirait sous ma poigne fébrile.
Puis la trappe s'est ouverte dans un grincement rauque, révélant l'obscurité d'un passage secret. J'ai arraché les planches et ouvert la porte, un passage menait à une petite pièce souterraine, étroite, creusée à même la pierre, comme un abri oublié. L'air y était frais, immobile, presque sacré, et chaque pas résonnait comme un battement de cœur dans ce silence sépulcral. La lumière de ma lampe torche dansait sur les murs nus, révélant la poussière en suspension et l'humidité accrochée aux pierres. Cette pièce ne ressemblait à rien d'autre dans la maison, elle avait été construite pour durer. Et au centre, quelque chose brillait faiblement. Au centre, un coffre-fort moderne contrastait avec le décor ancien, ses lignes métalliques cassant la rudesse des pierres autour. Il était posé sur une dalle, stable, presque solennelle, comme s'il portait en lui toute la gravité du secret qu'il contenait. Mon souffle s'est accéléré, mes doigts tremblaient, et chaque pas vers lui me donnait l'impression de marcher vers une vérité irréversible. Ce n'était pas simplement un objet de valeur, c'était une promesse. Et j'allais enfin en découvrir le contenu. J'ai inséré la clé, les mains tremblantes, incapable de retenir l'émotion qui montait, entre espoir et peur de tout perdre une fois encore. Le métal a résisté une seconde, puis a tourné dans un déclic sec, presque solennel, qui a résonné comme un coup de tonnerre dans la petite pièce. Mon cœur battait à s'en rompre, chaque battement résonnait dans mes tempes. Ce moment n'appartenait qu'à moi, suspendu entre le passé et l'avenir. Je savais que tout allait changer. Un déclic sec a résonné dans le silence, puissant, clair, comme une réponse attendue depuis trop longtemps. J'ai fermé les yeux un instant, laissant ce bruit s'ancrer en moi comme un point de non-retour. Puis j'ai ouvert doucement la porte, retenant mon souffle, consciente que le monde allait basculer d'une manière ou d'une autre. La lumière a révélé lentement l'intérieur du coffre, et mes yeux se sont écarquillés devant ce que je découvrais. Il n'y avait ni bijoux, ni argent. J'ai ouvert la porte, espérant trouver de l'argent ou des papiers importants, quelque chose de concret qui expliquerait enfin les intentions de Julien. Mais à l'intérieur, il n'y avait que 3 objets, une bouteille d'eau, un paquet de biscuits, et une enveloppe blanche, posée avec soin comme un kit de survie. Tout semblait récent, intact, préparé avec une précision troublante. J'ai tendu la main vers l'enveloppe, mon cœur battant à toute vitesse, presque incapable de respirer. Julien avait pensé à tout, même à me nourrir. Mais à l'intérieur, il n'y avait que 3 objets, une bouteille d'eau, un paquet de biscuits, et une enveloppe blanche. J'ai d'abord cru à une mauvaise blague, un oubli, quelque chose d'incomplet, mais tout était trop précis, trop intentionnel. Les objets étaient alignés, propres, comme s'ils attendaient patiemment mon arrivée. L'eau n'était pas poussiéreuse, les biscuits encore scellés, et l'enveloppe portait mon prénom écrit à la main, en lettres penchées que je reconnaîtrais entre mille. Julien avait laissé cela pour moi, et soudain, ce simple geste avait plus de valeur qu'un testament entier. Dans l'enveloppe, un billet d'avion en première classe pour Londres, à mon nom, pour le lendemain matin. J'ai relu la date 3 fois, vérifié l'identité, le code de réservation, tout était réel, irréfutable. Pourquoi Londres? Pourquoi maintenant? Que avais-je à y faire alors que ma vie s'était écroulée ici? Je suis resté figé, enveloppe à la main, incapable de comprendre si c'était une fuite ou un nouveau commencement. Je suis resté pétrifié. Que signifiait tout cela? Pourquoi Londres? Je cherchais une logique, un message entre les lignes, mais seul le silence du sous-sol me répondait. Julien m'avait conduite jusque-là, pas à pas, et ce billet semblait être la suite d'un plan que je ne connaissais pas. J'étais partagé entre la peur de tout abandonner et l'intuition violente que quelque chose d'immense m'attendait là-bas. J'ai fouillé le coffre, mais il n'y avait rien d'autre. Pas de lettres, pas de photos, pas d'indices. Juste ce billet, ces quelques provisions, et une question suspendue dans l'air. J'ai refermé le coffre lentement, la gorge nouée, le cœur tambourinant, avec cette étrange sensation d'être à la fois manipulé et protégé. Julien me parlait d'outre-tombe, et son silence devenait plus fort que 1000 voix. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mon esprit tournait en boucle, rejouant chaque moment, chaque mot, chaque promesse. Devais-je partir?
Était-ce une folie de tout quitter pour une destination inconnue, sur la seule foi d'un billet oublié? Mais au fond de moi, je savais que le choix ne m'appartenait plus. Julien avait ouvert une porte, et j'étais déjà en train de la franchir. Le lendemain, j'ai pris le premier train pour Paris, puis le vol pour Londres. Tout me paraissait irréel, chaque mouvement automatique, comme si je suivais un scénario écrit à l'avance. Dans le wagon, les paysages défilaient sans que je les voie, et à l'aéroport, les annonces me parvenaient comme à travers une vitre. Le monde extérieur continuait sa course, indifférent à ma tempête intérieure. Mais moi, j'étais en marche vers une vérité plus grande que moi. Tout me paraissait irréel, comme un rêve absurde, un film étrange dans lequel j'étais l'héroïne malgré moi. L'avion a décollé dans un calme irréel, et j'ai regardé par le hublot sans vraiment voir les nuages. À côté de moi, une hôtesse m'a souri gentiment, mais je n'ai pas pu répondre. Mon esprit était ailleurs, coincé entre la douleur du passé et l'énigme de l'avenir. Quelque chose allait basculer, j'en étais certaine. À l'aéroport d'Heathrow, un homme élégant tenait une pancarte avec mon nom, comme dans les films, sauf qu'ici, tout était vrai. Il portait un costume sobre, des gants en cuir, et un regard poli mais distant. « Madame Dupont » a-t-il demandé en français, avec un accent britannique charmant mais précis. J'ai acquiescé en silence, le cœur battant, incapable de formuler la moindre question. Il m'a simplement dit « Maître Lambert vous attend à son cabinet ». « Madame Dupont, Maître Lambert vous attend à son cabinet », dit-il en français avec un accent britannique, en ouvrant pour moi la porte arrière d'une voiture noire discrète. Je me suis assise sans parler, enveloppée dans le cuir froid du siège, observant Londres défiler lentement à travers les vitres teintées. Le gris du ciel, les trottoirs mouillés, les immeubles anciens, tout semblait chargé de mystère. Je sentais que chaque minute me rapprochait d'un secret longtemps gardé. Mon souffle devenait plus court, mon esprit plus alerte. Dans une voiture noire, nous avons traversé les rues grises et calmes de Londres, longeant des bâtiments aux façades imposantes, des places silencieuses et des parcs désertés. Le silence dans l'habitacle était pesant, rompu seulement par le bruit régulier du moteur. J'aurais voulu poser 1000 questions, mais je savais qu'aucune réponse ne viendrait avant le moment choisi. Mon regard croisait celui du chauffeur dans le rétroviseur, calme, impénétrable. Et moi, je me préparais à entendre enfin la vérité. Nous sommes entrés dans un immeuble ancien portant une plaque dorée, Lambert et Partners avocats internationaux. Le bâtiment imposait le respect, ses colonnes de pierre et ses escaliers en marbre évoquaient l'élégance discrète du pouvoir. Chaque détail respirait la confidentialité, le poids des affaires graves, des secrets bien gardés. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. J'ai poussé la porte d'un monde qui n'était pas le mien, mais qui semblait pourtant m'attendre depuis toujours. À l'intérieur, un homme aux cheveux blancs et au regard bienveillant m'a invité à m'asseoir, ses gestes mesurés, sa voix douce contrastant avec l'austérité du lieu. Il s'est présenté comme Maître Lambert, notaire de confiance de Julien, puis a posé devant moi une chemise épaisse, reliée par des attaches officielles. « Votre mari m'a confié ceci, à remettre seulement si vous veniez en personne », a-t-il dit. Chaque mot tombait comme une pierre dans un lac immobile. Mon souffle s'est coupé une seconde, figé entre crainte et soulagement. « Votre mari m'a confié ceci, à remettre seulement si vous veniez en personne », répéta-t-il en me tendant le dossier. Mes doigts se sont refermés sur la couverture rigide, lourde, empreinte d'une autorité que je ne pouvais pas encore mesurer. Tout en moi tremblait, mes mains, mon cœur, même ma voix refusait de sortir. J'ai croisé le regard de l'avocat, qui m'a fait un simple signe de tête, m'encourageant à découvrir. J'ai ouvert, lentement, prête à tout, sauf à ce que j'allais lire. Il m'a tendu un dossier épais avec des tampons officiels et le logo d'une holding européenne enregistrée au Royaume-Uni. À l'intérieur, une série de documents légaux, statuts, comptes bancaires, titres de propriété, procuration, tout s'établit à mon nom. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mes yeux courant sur les signatures, les dates, les montants, les codes. Tout était légal, irréfutable, blindé par la loi anglaise.
Julien avait monté une structure entière pour me protéger, dans le silence. À l'intérieur, des documents bancaires, des titres de propriété et une lettre écrite de la main de Julien, pliée avec soin, glissée dans une enveloppe crème. J'ai reconnu immédiatement son écriture, légèrement penchée, vive, familière comme une caresse. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai ouverte, mes yeux déjà noyés de larmes. Ce n'était pas une simple lettre, c'était un pont entre lui et moi, une ultime déclaration d'amour. J'ai lu les premières lignes, et ma gorge s'est serrée. Mon amour, écrivait-il, si tu lis ceci, c'est que tout s'est passé comme prévu. J'ai murmuré les mots à voix haute, comme pour m'assurer qu'ils étaient vrais, que je ne rêvais pas. Chaque phrase vibrait de sa voix dans ma tête, comme s'il était là, juste derrière moi. Il m'avait guidée jusque-là avec une précision presque douloureuse. Ce que je croyais être un abandon était en réalité une mission, une ultime protection. Je savais que ma mère et ma sœur te feraient du mal pour de l'argent. Alors j'ai tout mis à leur nom, et transféré le vrai patrimoine à l'étranger. Mon cœur s'est arrêté une seconde, puis une colère douce, mêlée de tristesse et d'amour, a envahi ma poitrine. Il avait joué un rôle jusqu'au bout, accepté l'injustice pour me sauver, moi. Toute ma douleur, tout mon sentiment de trahison s'est transformé en gratitude. Julien n'avait jamais cessé de m'aimer. L'entreprise, les comptes, les biens, tout appartient désormais. Le poids de ces mots m'a écrasé, pas par leur valeur matérielle, mais par la preuve qu'ils représentaient. Il avait pensé à tout, anticipé chaque coup, affronté la mort en stratège amoureux. J'ai senti mes larmes couler librement, cette fois sans honte, sans retenue. Il n'était plus là, mais il m'avait laissé debout, armé. Et dans ce silence londonien, je me suis sentie invincible. Les larmes ont brouillé ma vue. Je tremblais en lisant ces mots, incapable de croire qu'un amour puisse aller aussi loin, aussi profond, jusque dans l'ombre de la mort. Ma douleur avait été immense, mais son geste la transperçait d'une lumière douce, comme un pardon silencieux. Julien m'avait laissé avec plus qu'un souvenir, il m'avait offert une renaissance. Je ne pleurais plus une perte, je célébrais un amour rare, courageux, éternel. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Je t'aime, Claire. C'était ma dernière façon de te protéger. Cette phrase m'a brisée et reconstruite dans le même souffle. Il ne s'agissait plus de comprendre pourquoi il m'avait tout caché, mais d'accepter qu'il l'avait fait par amour, et non par distance. Chaque mot de sa lettre me ramenait à nos moments, à ses regards silencieux, à ses absences qu'il avait dû porter seul. Il avait sacrifié sa mémoire pour que je sois libre. Et aujourd'hui, je l'étais. L'avocat m'a expliqué que Julien avait créé une société internationale 3 mois avant l'accident, dans le plus grand secret, en laissant très peu de traces visibles. Il avait pris des rendez-vous discrets, utilisé des prête-noms, et construit une véritable forteresse juridique autour de ses biens. Tout avait été pensé pour que ni sa mère ni sa sœur ne puissent jamais revendiquer quoi que ce soit. Pendant que je croyais qu'il s'éloignait, il bâtissait en silence ma protection. Et c'est ce silence, maintenant, qui me bouleversait plus que tout. Il savait que sa famille était prête à tout. Il voulait les tenir à distance, m'a dit maître Lambert, en refermant le dossier avec une gravité sincère. Il m'a parlé d'un homme intelligent, prudent, mais surtout profondément amoureux, qui avait refusé de me laisser sans défense. Julien avait tout risqué, même sa réputation auprès des siens, pour que je puisse un jour me relever. C'était son dernier acte d'amour, son testament vivant. Et je sentais déjà que je ne pourrais plus jamais être la même femme après ça. Nous sommes allés ensemble à une banque du centre de Londres, où j'ai signé les documents de transfert, entouré de notaires et de responsables au visage fermé. Chaque signature apposée sur ces papiers me rapprochait un peu plus de cette vérité insensée, j'étais à présent l'unique propriétaire de tout ce que Julien possédait. Le silence dans la salle de réunion était lourd, solennel, presque religieux. Je n'étais pas une veuve en deuil, j'étais la dépositaire d'un plan d'amour conçu dans l'ombre. Et c'était une responsabilité immense. À cet instant, j'ai compris, Julien ne m'avait pas trahi, il m'avait sauvé, à sa manière, sans éclat, sans promesses bruyantes, juste avec des gestes forts et silencieux.
J'ai revu tous nos moments, nos disputes, nos silences, sous un nouveau prisme. Même ses absences prenaient un autre sens, il ne fuyait pas, il construisait. Et moi, j'étais restée aveugle à la profondeur de son sacrifice. Mais désormais, je ne laisserai plus personne salir sa mémoire. Pendant ce temps, en France, Hélène et Sophie Lefebvre apprenaient que leurs comptes étaient bloqués, leurs accès révoqués, leur pouvoir d'administration supprimé. Leur banque avait suspendu les virements, et les créanciers, autrefois si conciliants, frappaient désormais à leur porte avec insistance. La panique les a prises de court, car elles ne comprenaient pas encore comment elles avaient pu tout perdre si vite. Leurs appels restaient sans réponse, et leurs avocats n'avaient plus rien à leur offrir. La forteresse s'était effondrée, sans même un coup de semonce. Les entreprises locales ont sombré en quelques semaines, et leurs biens ont été saisis, les procédures s'enchaînant comme une cascade inévitable. Les employés ont quitté leur poste, les fournisseurs ont rompu les contrats, et les clients, jadis fidèles, se sont tournés vers d'autres noms. Ce qu'elles croyaient acquis s'est désintégré sous leurs yeux, pierre après pierre. Leur monde d'apparence s'est effondré comme un château de cartes exposé au vent. Et dans leur chute, elles n'ont trouvé personne pour les rattraper. Elles ont tout perdu, la villa de Lyon, les voitures, le prestige, les invitations mondaines, et surtout, le pouvoir de nuire. Hélène a tenté de contacter d'anciens alliés, mais tous lui ont tourné le dos, préférant se désolidariser d'un naufrage trop visible. Sophie, elle, s'est réfugiée dans le silence, amère et furieuse, incapable d'accepter que la petite épouse leur ait échappé. Elle n'avait plus rien, ni argent, ni influence, ni avenir. Et c'est dans ce vide qu'elles ont commencé à comprendre. Moi, j'ai recommencé à vivre, loin du ressentiment, en paix avec le passé, en gratitude envers l'homme qui m'avait aimé au-delà des mots. J'ai choisi de ne pas me venger, de ne pas leur répondre, de ne pas alimenter leur chute. Julien m'avait élevé au-dessus de leur mesquinerie, et je lui devais de ne pas redescendre à leur niveau. Mon énergie, je la mettais désormais à reconstruire ma vie, à me redéfinir, à honorer ce qu'il avait créé pour moi. Le deuil faisait encore mal, mais l'espoir avait repris sa place. Depuis mon bureau à Londres, j'ai choisi de garder le nom de Dupont sur chaque document, chaque contrat, chaque signature, comme une promesse silencieuse. Il ne s'agissait pas seulement d'un nom, c'était notre histoire, notre combat, notre victoire sur l'injustice. Je me sentais plus forte que jamais, armée de vérité, portée par l'amour au-delà de la mort. Et chaque fois que je signais, je sentais sa main sur la mienne. Julien n'était plus là, mais il vivait dans chacun de mes choix. J'ai compris que le véritable amour ne se prouve pas par les fleurs, mais par les sacrifices silencieux, ceux que personne ne voit mais qui changent une vie. Julien m'avait protégée dans l'ombre, sans attendre de reconnaissance, sans jamais trahir son cœur. Il m'avait laissé croire au pire pour m'offrir le meilleur. Et c'est cette générosité invisible qui faisait de lui un homme unique. Il avait fait de son départ un acte d'amour et de moi, une femme libre. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui a vraiment de la valeur, et moi, il m'a fallu toucher le fond pour comprendre la force de ce que nous avions bâti ensemble. Ce n'étaient pas les biens, ni les titres, ni même l'héritage qui comptait, mais la vérité qu'ils portaient en eux, l'amour discret mais absolu d'un homme prêt à tout pour me préserver. Chaque douleur endurée, chaque nuit de solitude, avait une raison, un sens que je n'avais pas encore vu. Et aujourd'hui, je ne vivais plus dans le manque, mais dans la mémoire vivante de ce que Julien avait semé. Rien n'était plus comme avant, et pourtant, tout ce qui comptait était encore là. Et tandis que le parfum du jasmin emplissait ma nouvelle maison, j'ai su que Julien veillait encore sur moi, quelque part, invisible mais toujours présent. Ce même parfum qui m'avait guidé dans la cour en ruine revenait maintenant dans le jardin que j'avais reconstruit, léger, apaisant, comme une étreinte silencieuse. Chaque matin, en ouvrant les volets, je respirais cette odeur comme une bénédiction, un signe discret mais constant de son amour. Il n'était plus dans mes bras, mais il restait dans l'air, dans les murs, dans chaque décision que je prenais. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de l'avenir. Le jardin embaume désormais le jasmin, et chaque pétale qui s'ouvre sous le soleil me rappelle que rien n'est jamais vraiment perdu.
J'ai transformé cette vieille maison oubliée en un foyer vivant, chaleureux, rempli de lumière et de silence apaisé. Ici, chaque pièce murmure l'amour que Julien m'a laissé, non sous forme de mur ou d'argent, mais d'espoir et de renaissance. Ce lieu que je croyais être une fin s'est révélé un commencement, un sanctuaire reconstruit à la force du cœur. Et chaque visiteur qui franchit ce seuil entre dans une histoire plus grande que lui. J'ai choisi de continuer à vivre pour nous deux, d'honorer ce que nous étions en devenant ce que je suis aujourd'hui, une femme debout, libre, fidèle à elle-même. Mon regard ne cherche plus le passé, il trace un avenir que je bâtis avec tendresse et fermeté, sans colère, sans vengeance, mais avec une mémoire vive. Julien m'a aimé au point de m'offrir un monde sans lui où je pourrais être heureuse. Et c'est dans cette absence qu'il est devenu présence permanente. Je ne le pleure plus, je le remercie. Un jour, peut-être, je raconterai cette histoire à quelqu'un d'autre, en regardant les roses grimper au mur, le thé fumant entre mes mains. Je dirai que j'ai aimé un homme qui m'a protégée même après son dernier souffle. Et que, parfois, les épreuves sont des clés déguisées, ouvrant des portes vers une vie que l'on n'aurait jamais osé rêver. Parce qu'au bout du chagrin, il y a la paix. Et au bout de la peur, l'amour, encore. Toujours.